Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler Coupe de France de cyclisme, pour faire le débrief de la route Adélie de Vitré en Bretagne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette manche de Coupe de France, top flop comme d'habitude, pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette sixième épreuve. Cinquième, sixième épreuve, je crois que c'est la sixième épreuve déjà, de la Coupe de France de cyclisme. C'est vrai qu'en ce mois de mars, on enchaîne depuis le Grand Prix de Denain. Voilà, on a fait 5 manches au mois de mars. Route Adélie de Vitré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, MotoGP également, dans les jours à venir. Le Tour des Flandres aussi, il y a la présentation notamment du Tour des Flandres. N'hésitez pas, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens, de faire un super thanks, et je remercie tous les gens qui le font. Je remercie également les gens qui vont voir EPS 2.0 sur Spotify, Deezer, également Amazon. Et puis, ça c'est du côté podcast, et puis TikTok également, et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, sur TikTok également. Route Adélie de Vitré, toujours une course intéressante avec ce circuit qui... Alors le circuit en soi est pas très difficile, mais en fait il est un peu mal plat sur la première partie. Sur les 4 premiers kilomètres, le circuit fait 9 km. Et vous avez des petites... Alors c'est des bossounettes quoi, mais comme vous allez vite... et que vous le refaites assez régulièrement, c'est-à-dire que le circuit fait 9 km et que on le fait dans les 70 derniers kilomètres, et ben on reprend ces petites bosses au fur et à mesure, et c'est très fatigant. En plus, souvent il fait pas très beau. Voilà, c'est vrai que ça fait 2 années de suite où il fait un temps de merde. L'année dernière déjà c'était un temps qui était vraiment pas bon, là encore pareil. Avec le vent, le début de course a été très animé par les coups de bordure, et ce qui fait que malgré le fait que le circuit peut paraître inintéressant, et ben c'est souvent une course usante, et encore cette année ça a été une course usante, et c'est pour ça qu'on a peu de coureurs qui sont dans la même minute tout simplement ce soir, parce que ça a pas mal tabassé du côté du Grand Prix de cette route Adélie de Vitré. C'est un circuit où on peut faire des différences, et on a vu, on a tenté des choses. Alors ça n'a pas marché, mais on a tenté des choses dans le final, notamment avec Kevin Vauquelin, et on voit que c'est une course qui est usante, parce que Coquard par exemple, elle n'arrive plus à suivre les roues en fin de course, parce que pour suivre la roue de Vauquelin, il fallait être fort quand il accélère, et il fallait être costaud aujourd'hui. C'est vraiment une course où il faut être solide, il faut réussir à être performant sur ce type d'épreuve. Et ça a été le cas du vainqueur du jour, de Vernès, du côté de la Uno X, qui a été très très fort. Je précise une chose également, le classement de la Coupe de France, vous ne l'aurez pas en fin de vidéo, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Les 17h24, ça met toujours un petit délai entre l'arrivée de la course et le moment où le classement de la Coupe de France est disponible. Donc on fera un débrief du classement de la Coupe de France, peut-être après le Paris-Camembert, ou encore un petit peu après peut-être, parce que c'est vrai que Paris-Camembert, je pense qu'aussi je vais faire la vidéo juste après, donc ça peut être compliqué pour voir ce classement de la Coupe de France au moment de Paris-Camembert. Eh bien on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs ou équipes au top, et on commence avec Uno X. Alors j'aurais pu mettre que de Vernès du côté d'Uno X, mais ça serait une erreur par rapport à la course qu'a fait également Gumestart, qui était dans l'échappée, qui s'est fait reprendre par de Vernès et qui a un peu roulé avec Louis Barret. Donc ça serait oublier cet aspect-là. Et puis je trouve que de Vernès, il a totalement gagné dans l'esprit Uno X. Il faut savoir que quand vous voyez des interviews des mecs de Uno X, tout le monde dit chez Uno X qu'il faut se battre, qu'il y a un peu une sorte d'esprit viking dans cette équipe, c'est-à-dire que vraiment on va à la bagarre et on a du courage et on essaye d'être performant le plus longtemps possible, de se faire mal aux jambes, de tenter de tout donner pour aller chercher la gagne. Et je pense que de Vernès aujourd'hui, il a bien représenté ça.
C'est-à-dire que déjà, il faut suivre Kevin Vauquelin quand il accélère. Déjà, c'est costaud. À 20 bornes de l'arrivée, 25 bornes de l'arrivée. Ensuite, que ça soit de Vernès ou Gumstad, il faut tenir également les roues des Arkea qui roulaient et Coquard qui roulait très fort. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis ensuite, il y a cette intelligence de Vernès de se dire, si j'attends que c'est Vauquelin qui y attaque, je pourrais pas suivre sa roue. Je pense que ça a été la force de Vernès d'anticiper. À ce moment de la course, il a eu le bon feeling et puis en plus après derrière, ça s'enterre. Pendant 5-6 secondes, on s'enterre, on se regarde, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai pas envie d'y aller, toi t'y vas? Non, j'ai pas envie d'y aller, avant que Vauquelin remette un petit peu... non, je crois que c'est même Louis Barré à ce moment-là qui réaccélère. Et de Vernès, il profite, et puis après, dans les 4 derniers kilomètres, quand t'as un Vauquelin qui te suit, faut être mentalement très fort parce que tu le vois. Voilà, même si t'es sur une partie qui est plutôt descendante, faut tenir le mec qui est derrière toi parce que il est capable d'emmener des longs bouts droits, il est capable de faire exploser tout le monde et tu sais très bien que s'il revient sur toi au sprint, tu vas peut-être avoir du mal. Et de Vernès, il a tenu, mais c'est encore une fois l'esprit Viking. J'avais lu une interview du créateur de cette équipe qui disait que quand ils ont lancé cette formation, ils avaient envoyé un communiqué de presse à tous les médias sportifs de Norvège. Voilà, pour annoncer la présentation de leur équipe à l'époque qui était continentale. Et personne ne s'était pointé. Personne. Voilà, à la conférence de presse où je crois il y avait seulement un mec. Voilà. Et ils ont dit, c'est vrai que maintenant, on est en deuxième division, on est une équipe intéressante de deuxième division, on gagne quand même des belles épreuves. Voilà, c'est la différence. Et en très peu de temps, je crois que c'est 2016, le lancement de l'équipe. Uno X. Et puis ça va faire du bien quand même à Uno X parce que le début de saison en termes de résultats n'a pas forcément été à la hauteur des attentes. C'est vrai que sur beaucoup de courses, ils n'ont pas forcément été très impressionnants, notamment je pense aux épreuves World Tour, ils ont eu un petit peu de mal. Certains les critiquaient, notamment les supporters de Auskadi sur Twitter notamment. Et là, cette victoire va peut-être redonner un petit peu de la confiance à l'équipe, mettre du bon moqueur un petit peu à l'équipe. Et puis en plus, Vernès, il a vraiment gagné de manière costaud à 26 ans. C'est l'un des coureurs les plus âgés de l'équipe. Il a fait vraiment du très très bon job dans cette formation. Aujourd'hui, lui qui a souvent un rôle d'équipier, mais il avait déjà fait 17ème de la Muscat Classique. Puis l'année dernière, moi je l'avais vu. Alors 11ème de Veneto Classique, mais c'était pas là où je l'avais vu. J'avais dû le voir dans une échappée peut-être, ou dans une course où il était sorti. Et je m'étais dit, tiens, lui c'est un coureur qui peut être pas mal. Je suis plus sur quelle course où j'avais vu. Mais oui, il fait 11ème de Veneto Classique, donc c'est un coureur qui a des belles capacités quand même de résistance. Et qui peut être très très solide. Vainqueur du classement de la montagne. C'était peut-être la 2021. Ça devait être le classement de la montagne de l'Arctic Race of Norway. C'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas chez Uno X, il était chez Team Cop. Ça devait être à ce moment-là que j'avais dû le découvrir. C'était il y a 2 ans. On le reverra la semaine prochaine, parce que je rappelle que la semaine prochaine, il y a le Tour du Pays Basque, mais en France, il y a le Région Pays de la Loire Tour qui remplace le Tour de la Sarthe, qui est à la même période que le Tour de la Sarthe, donc en même temps que le Tour du Pays Basque. On fera pas de débrief jour par jour. Les débriefs jour par jour, ça sera pour le Tour du Pays Basque, où je pense qu'il y a un peu plus de monde, et en plus, il y a les classiques ardennaises qui arrivent très vite. Mais on fera le débrief global de cette course à la fin de la semaine, donc peut-être samedi prochain. On fera peut-être le débrief de cette course du Région Pays de la Loire Tour, ou le dimanche, je sais pas, avec l'Amstel, mais voilà, on essaiera de faire le débrief de cette course française. Avant Paris-Roubaix, pardon, mais comme il y aura les présentations de Paris-Roubaix, la semaine prochaine est également assez chargée sur la chaîne avec Paris-Roubaix. On poursuit avec Louis Barré. Alors j'ai mis plutôt Louis Barré que Vauquelin, même si je vais parler aussi de Kevin Vauquelin dans ce passage-là, mais pour moi Louis Barré, il a montré pourquoi on l'avait recruté chez Arkea. C'est un coureur qui est un super équipier, et qui là a vraiment été très performant au niveau résistance physique, parce qu'il a tenu énormément de temps. C'est un coureur qui avait fait 4ème
sur Liège, je crois, en espoir, Louis Barret, et là il a montré que sur un parcours comme ça, il était capable d'être bon aussi, hein, parce que là c'est 2578 mètres de dénivelé positif, donc il y a quand même un petit peu de distance, hein, un petit peu de dénivelé, et il a été très performant sur le parcours, belle résistance, il fait quand même troisième de la course, ça c'est également important pour Arkea. Même si je ne connais pas le classement de cette Coupe de France au niveau équipe, c'est qu'Arkea va faire une belle remontée parce que les 3 premiers coureurs sont dans le top 6, hein, Mozato 6, Louis Barret 3 et Kevin Vauquelin 2. Mais Louis Barret, il a fait un énorme travail d'équipier dans les 2 dernières boucles, où c'est lui qui vraiment mettait le rythme dans l'échappée, il a fait craquer d'autres coureurs. Il a fait craquer du monde, donc vraiment une belle performance de sa part. Et puis bien entendu Vauquelin, il m'a fait penser un petit peu à Remco Evenepoel aujourd'hui. Dans l'idée où je fais péter les gens sur le plat. Il a fait péter Coquard sur le plat, sur un faux plat montant, mais comme un rouleur. Et c'est vrai qu'il m'a fait penser à Remco Evenepoel dans sa manière de courir. Par contre, il m'a fait penser à Remco Evenepoel, mais le Remco Evenepoel du début de carrière. Parfois qu'il courait pas dans le bon timing, parfois qu'il sentait pas forcément la course. Et là, je crois que ça a été le problème de Kevin Vauquelin, mais c'est normal, hein, il n'est pas encore super expérimenté. Parce que quand Vernès part, il faut qu'il sorte. Parce que Vernès, c'est le seul qui arrive à tenir sa roue sans aucun problème dans le groupe de 3 avec Coquard. C'est le premier qui passe des relais, Vernès. Donc moi, j'aurais suivi tout de suite la roue de Vernès. Autant Coquard, j'aurais peut-être pas suivi tout de suite. J'aurais peut-être laissé... et puis, si Coquard avait attaqué, je pense que d'autres auraient suivi, de toute manière, naturellement. Mais je pense qu'il fallait pas qu'il laissait 150 mètres à Vernès. Et c'est là où il fait une erreur. Il faut réagir tout de suite. Alors après, oui, il lâche tout le monde, mais il lâche peut-être un peu tard. Et c'est sûr que dès qu'il y a 15 secondes et qu'il reste 5 km, avec un mec qui est pas très fatigué quand même, ça devient compliqué de revenir sur lui. Et on a vu. Et surtout quand vous avez un coureur de Uno X, on rappelle encore une fois l'état d'esprit qu'on a chez Uno X. Et ça a été l'erreur, je pense, de Kevin Vauquelin. Il n'a pas senti à ce moment-là de la course. Comme est-ce qu'il y avait un intérêt d'emmener Brian Coquard à un moment quand il attaque? Il roule, mais il roule au moins pendant 2 km, 2 km et demi sans se retourner. Ça, je trouve ça assez exceptionnel. De ne pas se retourner comme ça, de ne pas demander de relais à ses adversaires, alors que il aurait fallu demander des relais beaucoup plus vite. Certes, tu fais l'écart, mais bon, tu as quand même Brian Coquard dans le... heureusement, Brian Coquard aujourd'hui, il a un peu craqué dans le final, mais tu avais Brian Coquard, Vernès... il les a un petit peu emmenés pendant 1,5 km quand même. Donc ça, c'est des choses où il faut qu'il améliore là-dessus, sur sa manière de courir, sur sa tactique de course, parce qu'aujourd'hui, je pense que s'il gagne pas Vauquelin, c'est peut-être par des erreurs tactiques, parce qu'il était très 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 fort aujourd'hui, Kevin Vauquelin, et puis il confirme que la condition physique est là du côté de Kevin Vauquelin. Qu'on reverra où, Kevin? On le reverra aux régions Pays de la Loire Tour, donc ça va être intéressant. Et puis au Tour de Romandie également, ça sera deuxième partie du mois d'avril. Course, je suis en train de regarder, il y aura une étape un peu vallonnée, je crois, c'est au Mans, où on prendra une côte qui est pas facile du côté du Mans. Sinon, c'est que des arrivées en circuit, il faut savoir, c'est comme le Tour de la Sarthe, c'est juste que ça fait pas que la Sarthe maintenant, mais c'est un peu le même principe que le Tour de la Sarthe, avec des petits circuits dans le final des courses. Oui, ça sera un des coureurs à suivre, surtout je sais pas s'il y a une grosse start list pour le moment sur cette épreuve, donc ça sera l'un des coureurs importants à regarder ce qu'il est capable de faire, Vauquelin, surtout sur la dernière étape autour du Mans, où ça peut être très 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 animé de ce côté-là. Et puis je voulais mettre en top également Nicolas de Beaumarchais, bon début de saison je trouve de Saint-Michel Mavic Aubert 93. Nicolas de Beaumarchais, qui prend une belle 6ème place aujourd'hui, 25e de la Fondrone Classique. Comme autre résultat, on est sur un coureur qui est un peu un baroudeur, depuis longtemps, c'est un peu un roule toujours. Il avait fait 2e d'une étape du Tour d'Alsace à Altkirch. Il avait également fini 7ème du classement de la montagne du Tour de la Sarthe. Nicolas de Beaumarchais, c'est un mec qu'on voit souvent en échappée, c'est un peu comme Maël Guégan. C'est des coureurs qu'on voit souvent aux avant-postes. Et il montre que la condition physique commence à être pas mal, en sachant que lui, il y a des objectifs, notamment le Tour de Bretagne fin avril, qui sera un objectif pour les équipes continentales françaises.
Voilà, c'est toujours une course importante. Mais voilà, c'est un coureur qui a des très belles qualités et qui a fait vraiment une belle course aujourd'hui. Donc c'est bien, à 25 ans hein, en plus. C'est bien de se montrer aussi, hein, parce qu'il est professionnel que depuis un an, ouais, depuis 2021. Depuis le mois d'août 2021 où il était stagiaire, puis professionnel l'année dernière. Donc c'est un coureur qui a encore peu d'expérience, on va dire, du haut niveau, même sur ses épreuves de Coupe de France. Et c'est vrai que la route à Delhi de Vitré, ça permet parfois de se montrer quand on est un jeune coureur. Ça permet voilà, de montrer ce qu'on sait faire, de montrer ses qualités à des managers peut-être plus importants d'équipes françaises de deuxième division ou de première division. La route à Vitré, elle est intéressante. Pour ça, c'est un coureur qui est passé par le SCO Dijon, notamment en club, qui est un club où on a vu quelques mecs sortir Pierre Gautera, je crois, vient du SCO Dijon aussi. Le coureur de AG2R. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, c'est 3 équipes du côté des bonnets d'âne. Je commence avec la Total Energy. Ça va pas fort pour la Total quand même. On est sur une manche de Coupe de France. On vient avec Julien Simon. On vient avec Lorenzo Manzin et Jason Tesson. Alors Jason Tesson, je ne sais pas, je n'étais pas dans le classement, moi, mais il a peut-être abandonné. Du côté de la Total Energy, oui, il a abandonné Jason Tesson. C'est compliqué, Jason Tesson, quand même. Du côté de la Total Energy, je m'attendais à un peu mieux pour le moment. Il est souvent utilisé en tant qu'équipier. Alors, il a peu de jours de course, hein, il a couru 15 jours, mais il a déjà 4 abandons dans sa saison, donc ça, c'est pas fantastique. 8ème de la Classica d'Almeria, quand même. Et vainqueur de 2 étapes sur la Tropicale Amissa Bongo. Ouais, ça serait bien qu'il se réveille un petit peu quand même, Jason Tesson. On le verra sur la route à Delhi, sur la région Pays de la Loire-Tours. Mais c'est vrai que je m'attendais à un peu mieux de Jason Tesson, vu ce qu'il avait montré ces dernières années chez Saint-Michel, où il avait été vraiment très prometteur et il avait fait vraiment des très très belles choses. Je me t'ai dit, ah bah tiens, chez Total Energy, ça va peut-être encore mieux marcher. Bon, pour le moment, c'est un petit peu timide pour le coureur qui a aussi 25 ans, mais tu as quand même Julien Simon. Julien Simon, il finit 31e. Et de toute manière, une équipe de deuxième division était l'une des équipes majeures en France. C'est-à-dire que quand ton premier coureur, c'est Valentin Ferron, il fait 19e, ça reste quand même la route à Delhi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une grosse liste de départ parce que vous avez le Tour des Flandres. Parce que vous avez des courses autour du Pays Basque la semaine prochaine, donc on est obligé un petit peu de faire avec les restes, comme je dis assez souvent. Et c'est vrai que de voir Jason Tesson abandonner sur une épreuve qui certes a roulé vite, mais quand même on est sur une épreuve de Coupe de France, voir un Valentin Ferron qui s'en sort pas trop non plus, un Lorenzo Manzin qui finit à 5 minutes 38, c'est pas fantastique, quoi. C'est vraiment pas suffisant, je dirais, pour cette équipe. Donc on espère que ça ira mieux sur les prochaines épreuves, mais c'est un peu un résumé de leur début de saison qui est très timide hein, du côté de la Total Energy. C'est vrai que c'est une équipe qu'on a quand même extrêmement peu vue sur ce début de saison par rapport à l'année précédente. C'est vrai que l'effet Sagan s'est totalement estompé, et aujourd'hui c'est une équipe qui qui retrouve en fait les problèmes qu'elle avait les années précédentes, c'est-à-dire avoir très peu de résultats malgré les moyens mis dans cet effectif. Deuxième flop, c'est la Groupama. L'équipe au départ était intéressante avec notamment Lorenzo Germani. Il y avait également Paul Penwet au départ, Konovalovas, Miles Codson. C'est une équipe intéressante, sauf que la course c'est pas du tout copiée comme ils le sentaient. Et surtout, ils finissent également très loin. Je pense qu'ils ont raté le coche à un moment chez Groupama. Ils ont pas senti quand ça a accéléré. C'est vrai que Paul Penwet fait seulement 28e. Eddie Le Wittous a abandonné, mais il a roulé dans la journée. Et c'est vrai que pour une équipe comme Groupama, les manches de Coupe de France, c'est quand même un petit peu important pour Groupama, pour montrer un petit peu sa domination en France. Surtout, je pense que c'est important pour ces jeunes coureurs, c'est un peu la transition entre le monde amateur et le monde professionnel, ces manches de Coupe de France parfois.
Ça permet voilà, de passer l'échelon. Et c'est vrai que Paul Penwet aujourd'hui, bah, on a senti qu'ils étaient vraiment dans le final à contre-temps. C'est-à-dire que quand Vauquelin accélère, ils sont pas bien placés. Et ils sont déjà plus nombreux dans le peloton à ce moment-là. Et ensuite, bah, ils étaient dans le troisième groupe. À un moment, ça devait être que Paul Penwet. Et même si ça roulait, bah, c'était quasiment impossible de rentrer parce que tu avais 50 secondes de retard et il restait 15 km. Donc autant te dire que c'était fini. Mais c'est dommage pour Paul parce qu'il y avait peut-être un résultat à prendre, un résultat à faire et c'est vrai que quand tu as une journée de ce type-là, c'est pas forcément top. En sachant qu'il avait fini quand même quatrième de la classique Loire-Atlantique sur une épreuve où il y avait quand même du dénivelé, qui fait 7 sur la route Tourangelle mais quand même hyper mal lancé. C'est vrai qu'aujourd'hui on aurait pu s'attendre à un peu mieux, mais il a craqué très tôt. En plus c'est plutôt un sprinter qui passe les bosses. On l'avait vu notamment sur le Tour de l'Algarve. Ou sur le Down Under, donc c'est un peu dommageable. Après, il y a peut-être une condition physique qui est un peu moins bonne, étant donné que lui, il a quand même commencé très très fort la saison. C'est peut-être le syndrome Intermarché, avec un mois de mars un peu plus compliqué. C'est vrai que quand vous commencez très fort, parfois, à certaines périodes de l'année, c'est un peu plus compliqué. Ça fait déjà depuis 2 mois et demi que vous êtes à un haut niveau de forme, parfois un petit peu compliqué après derrière. Et puis je termine avec AG2R. Alors AG2R, c'est un peu la poisse pour eux. Syndrome gastro, on va dire, hein, problème gastrique pour tout l'effectif. Ce qui fait qu'ils ont dû partir seulement à 4 et tu sais très bien que à 4 sur ce genre d'épreuve, ça peut pas le faire. C'était trop compliqué. Alors il y a quand même Venturini qui prend la 9e place. Je dirais que c'est un mal pour un bien. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis Venturini, en plus, c'est dommage parce que c'est avec Dorian Godon, c'est un type de parcours où ils auraient pu être vraiment performants, mais pour ça, il fallait être entouré. Forcément, quand tu as des coureurs, tu as la moitié de l'équipe qui ne peut pas prendre le départ parce qu'elle a la gastro. Peut-être que Venturini, Godon également, hein, quand comme ça il y a une gastro, on va dire, un peu généralisée, parfois tu es un peu souffreteux aussi. Donc c'est compliqué hein, le cyclisme quand vous avez mal au ventre, quand vous pouvez pas manger grand chose, forcément vous manquez de puissance. Or sur un circuit comme Vitré, il faut de la puissance pour être performant. Vauquelin vous l'a bien montré et c'est dommage pour les coureurs de cette formation parce que ça aurait pu faire un bon résultat aujourd'hui pour l'équipe AG2R. Alors comme je vous le disais, donc on revient pas sur le classement de cette Coupe de France. Prochaine manche, eh bien ça sera Paris-Camembert, ça sera le mardi 11 avril, donc 2 jours après Paris-Roubaix. Et puis on enchaînera pendant cette semaine du mois d'avril, ensuite avec une autre épreuve, le Tour du Doubs. Mais avant le Tour du Doubs, il y aura le Tour du Jura, la classique Grand Besançon, il y aura le triptyque un petit peu de la Bourgogne-Franche-Comté sur la semaine également après Paris-Roubaix. Et donc voilà, ça sera les manches du mois d'avril sur cette Coupe de France. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao ciao!